Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour ce deuxième épisode du Moodboard Club. Pour ce deuxième épisode du coup de Moodboard Club, j'ai en compagnie une graphiste qui aime très beaucoup l'édition, et qui est évidemment très talentueuse dans ce qu'elle fait et qui est surtout très stressée de parler en ce moment. Comment ça va, Adélie ? Bah ça va, salut, merci de me recevoir. Je t'en prie, c'est un plaisir forcément. Je suis très content de t'interviewer. Tu as été une des premières personnes avec qui j'ai parlé lors de notre arrivée à l'école à Gobelin. Et du coup, pour commencer, pour t'introduire, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bah ouais, moi c'est Adélie, donc comme il a dit, je suis graphiste. Je crois que je préfère le terme designeuse graphique, mais bon, on va pas titiller. Comme Max l'a dit aussi, moi j'aime beaucoup l'édition. Je crois que c'est en ça que je veux me spécialiser. Après, voilà, on a 20 ans, on va voir... ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et tout. Et donc là, j'étais pendant 3 ans au Gobelin en DN Math Graphisme avec Max, donc en spécialité édition, comme Malicia du dernier épisode. Et l'année prochaine, je continue mes études en master, donc en DNSEP design, mention édition aussi, à l'ESAM Caen-Cherbourg, donc pour 2 ans. Pourquoi est-ce que tu as décidé de continuer les études ? Moi, j'ai toujours voulu faire le plus d'études possible. Quand je suis arrivée au Gobelin, je savais pas si le design graphique c'était ce que je voulais faire, mais assez rapidement, j'étais un peu hypée par le truc et tout. Et à Gobelin, on a eu l'alternance, donc ça nous a quand même bouffé pas mal de temps en apprentissage à l'école. Donc il y avait vraiment, en tout cas pour moi, la nécessité de prolonger l'expérience scolaire et surtout d'aller dans une école où on est en formation initiale, donc c'est à plein temps, potentiellement dans une école d'art, entre guillemets, un truc un peu plus comme l'idée qu'on s'en fait quand on n'y est pas, quoi. Un peu moins comme Gobelin, oui. En vrai, voilà, c'est bon, c'est dit. Mais ouais, non, continuer mes études, ça a toujours été sûr et certain. Et j'ai la chance de pouvoir le faire, donc... faisons-le, quoi. Voilà. J'ai une petite surprise, j'ai une question surprise. En fait, déjà. Alors oui, je vais essayer de faire en sorte, je vais le montrer, je vais regarder si c'est une question d'une fan. Coucou Adélie, moi je voulais savoir comment est-ce que tu as réussi à faire ton choix entre l'école à Paris qui s'appelle Eugénie Cotton, dans laquelle tu avais été prise, et l'école à Caen que tu as finalement choisie. Comment et pourquoi tu as choisi celle-ci ? J'espérais tellement qu'on n'en parle pas. C'est une question très intéressante. Non, c'est une bonne question. En gros, pour remettre dans le contexte, donc on a fait la fameuse campagne de candidature pour les DSA et les DNSEP. Donc en vrai, c'était plutôt concluant. Moi, j'ai eu 4 écoles au final parce qu'il y a une petite surprise qui est arrivée aujourd'hui. J'ai été prise à Amiens, mec. Aujourd'hui, genre. Je trouve ça hilarant, le timing est si mauvais. Donc du coup non, mais voilà, c'est bon à savoir. Donc en l'occurrence, moi j'avais été prise à 2 DSA Eugénie Cotton qu'elle a cité, et le DSA de Boulogne, le DSA narration multimédia, qui était mon petit chouchou pendant 1 an et demi, genre vraiment je parlais que de ça. Et au préalable, j'avais été prise en DNCEP édition, donc à Caen. Déjà, je m'attendais pas à devoir faire un choix parce que pour moi au départ c'était évident. Et du coup, après, je me suis vraiment posé la question de comment j'avais envie de continuer mes études, comment ça allait être challengeant, quoi. En quoi, je sentais que si je restais trop dans ma zone de confort, j'allais un peu stagner. Et avec le projet MAD, je me suis sentie un peu poussée des ailes, on va pas mentir, et je me sentais bien par rapport à ma pratique. Donc en vrai, je me suis dit pourquoi pas aller à fond dans le truc, continuer à fond en édition et en DNSEP, qui est une formation qui est quand même, sur le papier en tout cas, plus artistique. Un peu moins comme Gobelin, quoi. Un peu moins non mais c'est vrai, mais c'est très bien Gobelin, c'est très professionnalisant, etc. Mais là j'avais besoin d'être vraiment dans un cursus qui cadré sur la recherche, l'expérimentation, l'édition, etc. Et c'était à Caen, donc fallait faire un peu le sacrifice du géographique, si je puis dire. Mais le choix était hyper dur. Et vraiment, j'aurais adoré être à Eugénie Cotton ou à Boulogne ou même à Amiens. Je pense que tous les choix étaient bons, mais au temps présent, on va dire, c'était celui-là que je voulais faire. Donc je l'ai fait. Donc voilà, le DNCEP de Caen me semblait être le plus adapté à ce que je voulais faire, ou en tout cas à l'idéal que je voulais atteindre dans ma vie de designeuse, si je puis dire. C'est un peu pompeux dit comme ça, mais c'est vrai. Merci Malicia pour ta question très intéressante. T'as parlé d'alternance.
Oui. Avec Malicia, on en a fait. Est-ce que tu souhaites en parler? Est-ce que tu as des questions spécifiques? Comment ça s'est passé? Toi, tu as fait 2 alternances J'ai en fait 2 ans. 2 alternances différentes, très différentes l'une de l'autre. Là, j'ai fini mon alternance il y a pas longtemps, qui était une super deuxième alternance, très professionnalisante. J'ai appris plein de trucs, j'ai rencontré des gens super, etc. Mais l'alternance, pour moi, c'est pas mon truc. Je pense, juste en termes de rythme et de concept, c'est très prenant, très intense, etc. Et surtout pour nos formations à nous, qui sont quand même des formations techniques, artistiques, etc. Nous plonger dans le monde de l'entreprise, ça semble être une bonne idée sur le papier, mais je pense que déjà c'était trop tôt, en tout cas pour moi. Et puis c'est hyper bizarre de passer de 2 semaines à l'école à 2 semaines en entreprise quand on a un cursus qui se veut expérimenter, tester des choses, et puis après tu nous fous sur un bureau de 9 à 18 où on doit respecter une charte parce que c'est les réalités du métier en entreprise, et c'est très bien et il n'y a pas de jugement là-dessus, mais juste c'est très bizarre de se positionner pendant 2 ans et de grandir face à ça parce que t'es en mode t'as le cul entre 2 chaises tout le temps, et donc moi j'ai pas aimé, mais en tout cas je trouve que le concept en lui-même est très admirable, tu vois, insérer les jeunes et tout, mais ça permet de voir... ça permet de gagner des thunes déjà, ça permet de se professionnaliser. Non mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Mais ça permet aussi de voir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Surtout ce que t'aimes pas, je pense. Et en plus, je pense que c'est un gros plus dans le CV, hein, ça ils le savent et ils le mettent en avant. Mais voilà, Après t'as de l'expérience dès t'as 20 ans, t'as déjà fait... Oui, mais à quel prix quoi? Oui, t'es à quel un prix peu... Parce que... Oui. La réalité du truc, elle est tellement décevante. Mais bien, oui, parce que tu peux tomber sur une alternance qui est pas forcément très cool, comme Malicia, par exemple. Ouais, et puis il y a des alternances qui sont juste pas très stimulantes, et c'est pas grave, parce qu'il y a des milieux qui sont moins stimulants que d'autres, mais ça reste hyper dur de demander à un jeune de 18-19 ans ok, pendant 2 semaines par mois, tu dois être comme on te dit, genre. Alors les 2 autres semaines, fais un peu ce que tu veux, il faut que tu grandisses par toi-même et tout, c'est très... un peu, c'était les profs qui avaient dit ça, t'es un peu en mode bon, c'est une caricature horrible de le dire comme ça, mais t'es un peu en mode schizo quoi, non mais tu sais plus très bien quel ton adapter aux gens, comment tu parles à tes collègues, comment tu parles à tes profs. Enfin, c'est bête, mais t'es jamais à un même endroit à 100%, donc t'es jamais là quoi, en vrai. Après il y a des gens dans la classe, oui, il y a des cas qui sont beaucoup plus qui continuent leurs études affirmatifs. Oui, il y en a plein qui continuent en alternance parce qu'ils ont une stabilité qui les enchante, parce que l'expérience s'est bien passée dans leur entreprise et tout. Et vraiment, genre, je les admire pour ça, c'est trop cool. Genre, tu continues Enfin, t'es quelqu'un de posé, de stable et inséré dans la vie professionnelle. Attends, c'est trop stylé. Attends, t'as fait quoi comme d'autre comme stage? Parce que t'as fait alternance, donc j'ai fait 2 alternances différentes, 2 entreprises très différentes. Et j'ai fait 2 stages, on a fait 2 stages. Non, en vrai, il y a eu une genèse au terme des stages, et ce qui m'a donné envie d'être graphiste. Le stage de 3e, je l'ai fait chez Paris Match, donc je soutiens plus du tout les valeurs, etc. Mais bon, à l'époque, j'avais 14 ans, c'était compliqué de trouver un stage. Et je l'ai fait en motion design. Et c'est là où j'ai découvert InDesign en me baladant un peu dans l'open space et en allant voir les maquettistes. Et j'étais genre... C'est trop bien. J'étais en mode, mais attends, c'est des gens qui font ça, genre c'est des gens qui font les journaux. Et je sais pas, je pense que je l'ai laissé un peu dans ta tête, dans le fond de ma tête, et ça m'est revenu en terminale, heureusement. Donc ouais, et sinon les stages, j'ai fait un stage en agence, le stage de 2 semaines, qui était particulier, mais bon, pourquoi pas. Et puis j'ai fait un stage dans une boîte assez pro, le stage de 1 mois et demi là. Et ça, c'était trop cool, trop bonne expérience. J'ai rencontré des super personnes et j'ai appris plein de trucs. Donc ça dépend vraiment de où tu tombes, quoi. On s'en fout un peu du milieu, c'est vraiment les gens qui font le stage et l'expérience, quoi. T'as fait un bac général? J'ai fait un bac général, AGG, SP, SES, si je puis être un peu plus spécifique. Et moi, pendant longtemps, je voulais faire des études classiques, aller à la fac ou aller dans une école. J'aimais bien les sciences poétiques, j'aimais bien la com. Et c'est en me disant avec ma mère, ouais, j'aime bien la communication, mais j'aime bien aussi ce côté artistique. Je dessinais pas mal à l'époque, que j'ai trouvé le design graphique en ne sachant pas du tout ce que c'était. Comme je crois les 3/4 des gens qui postulent en design graphique, enfin, personne connaît spécifiquement. Mais donc voilà, j'étais en bac général et c'était pas très intéressant, il n'y a rien à dire là-dessus, mais en tout cas,
J'ai pas fait spé art plastique ou Ouais. je sais pas quoi, j'ai fait option art plastique en terminale. C'était juste fun, Ouais. pas très formateur, mais fun. Mais pas de background artistique ou quoi que ce soit, quoi. T'as fait ton travail artistique de ton côté, Ouais, je me rappelle, un mois avant la fermeture de Parcoursup, je suis en mode waouh, attends, les DNMAT ça existe et je peux mettre 20 vœux là, je sais plus comment c'était, Ouais. mais c'était cheaté le truc. En fait, c'était un portfolio Donc que tu mettais. j'ai bossé, mais bossé mon portfolio un peu à la dernière minute. Et je l'ai toujours. T'as toujours mon portfolio? Ah putain, ça c'est fou. J'ai ton portfolio dans mon ordi. C'est incroyable, je crois que même moi je l'ai pas. Et je l'ai revu parce que tu me l'avais envoyé il y a longtemps. Mais oui, je te l'avais envoyé. Et je me rappelle, j'avais craqué InDesign pour faire la mise en page et je comprenais pas comment il fallait ajouter des couleurs. Donc tout est, tu sais, la palette de couleurs de base de InDesign, tout est comme ça. Mm. Et c'était moche et c'était pas bien mis en page et j'avais fait des trucs moches, mais ça marchait en vrai. Donc, j'étais 20ème sur liste d'attente. Faut Béliève croire en ses rêves sur Parcoursup parce que putain. Et t'avais postulé qu'à édition? Ouais, que Ok. édition. Et sinon, plein d'autres DNMAT, j'avais été prise à. J'ai pas envie de dire de bêtises, Olivier de Serre, je crois, et Jenny Coton aussi. Mais je sais pas pourquoi j'ai choisi Gobelin. Et j'avais été prise à Toulouse aussi, à lycée des Arènes. Ouais. Une autre vie qui aurait été un autre chemin. Ouais, c'était cool, Parcoursup. C'était stressant. Gratifiant, on va dire. Voilà, on peut passer. Je pense qu'on peut passer à l'atelier, aux références. Ouais. Si tu veux commencer. Allons-y. Et évidemment, il y a beaucoup de références, donc si t'as pas envie forcément Ouais, de on parler, n'est pas obligé de parler en. oui. Adélie, j'avais préparé une t'as petite phrase. préparé, pardon. Adélie, t'adores aller dans les petites librairies indépendantes et repérer plein de choses. Tu accumules des références au fur et à mesure de tes visites. Parle-nous de tes références. Dans un premier temps, déjà, dans quelle librairie vas-tu régulièrement? Ah, c'est une bonne question. Déjà, pour expliquer un peu, c'est vrai que les librairies avec d'autres, c'est notre spot, quoi. On a découvert ça il y a pas si longtemps que ça, en vrai, en 2e année. Et depuis, moi, j'adore y aller, dépenser tout mon argent, bref. Donc, j'adore aller, bien sûr, à la librairie Sans Titre, au Montant-l'Air. Il y a quoi d'autre? After Eight Book, qui est à côté de Gare de l'Est, qui est trop bien. Voilà, c'est juste pour en citer quelques-unes, mais en vrai, être à Paris, c'est tellement bien. Il y a trop de trucs à voir et trop de trucs à faire. Et en l'occurrence, ces librairies sont très bien organisées. Il y a plein d'événements et tout, donc c'est vraiment des lieux magiques, si je puis dire. Vraiment, il y a trop de trucs à faire et je pense que je pourrais dépenser absolument tout mon argent là-bas si on me laissait trop longtemps dans ces librairies. Donc voilà. Ta préf c'est... Ma préf. En vrai, je pense que je saurais pas choisir. Ça dépend ce que je cherche. Sans Titre, c'est un peu plus organisé. Il y a plus de trucs de diversité et tout. Montant-l'Air, c'est aussi une librairie classique en vrai. Donc il y a plein de bouquins, mais il y a aussi plein de zines, qui sont un peu éparpillés au fond. Oui, c'est génial. Et After Eight Book, pareil, c'est quand même assez spécialisé de ce que j'en... si ça se trouve, il se décrit pas du tout comme ça et je suis en train de dire n'importe quoi, mais After Eight Book, je trouve qu'il y a vraiment une petite... un côté, ok, faut que tu cherches, quoi. Faut que tu cherches... les gens sont là pour t'aider, bien sûr, mais tout est bien empilé ensemble, donc il y a un petit côté... j'ai pas le mot, mais recherche, voilà. Okay. Je crois que je suis jamais allé, donc... Ah oui, il faut... C'est pas bêtise, mais en tout cas, merci pour les recommandations. Donc, c'est des lieux super. Et il y en a qui sont bien plus connus, entre guillemets, qui sont moins bien, je trouve. Bon, pas pour cracher. Ah si, j'ai oublié, Cahier Central aussi, qui est trop bien. Ah, ok. Hyper classe, Cahier Central. C'est vers Répu. Il y a beaucoup de trucs, donc c'est trop cool. On peut commencer les références? Ouais, on commence par Idouane et Jérémy Glatre. Je saurais pas vraiment décrire le projet, parce que je l'ai pas étudié non plus. Mais c'est des comment on appelle ça, c'est des publications indépendantes. C'est une maison d'édition indépendante qui est petite, c'est pas un truc Idouane, ouais, qui est pas hyper c'est pas, ça carbure pas, mais ça fait des choses bien. Et souvent il y a des formats qui reviennent, qui sont des formats un peu d'interview. En gros, il me semble que les personnes qui font la maison d'édition vont interviewer des projets, des gens qui sont souvent des trucs hyper niches, hyper précis, et après ils remettent sur le papier et tout. Et je trouve que le format de l'interview est quand même quelque chose de difficile à rendre intéressant sur papier, et que donc le travail de Jérémy Glatre, qui est le graphiste d'Idouane, mais qui est aussi un graphiste indépendant, rend les publications vraiment intéressantes. Il y a des formats différents, il y a des papiers différents, et même sans être
à fond dans le truc édition, graphisme et tout. Ça se laisse regarder, ça se laisse sûrement lire. Et moi, je trouve ça toujours fascinant, les gens qui arrivent à si bien mettre en page que ça me donne envie de lire sur des trucs que je savais pas qui m'intéressaient. Et Jérémy Glattre, en l'occurrence, je trouve que vraiment son geste et sa pratique sont hyper maîtrisés, super stylés. D'ailleurs, je crois qu'il est diplômé de l'ESA d'Amiens. Ok. Donc bientôt Max. Bientôt Max. J'ai regardé ça. Il me semble. C'est peut-être une connerie ce que je dis. Mais il était là à nos soutenances. Donc moi, je l'ai eu en jury de mémoire et c'était trop cool. Bon, bref, en réalité, on s'en fiche un peu de comment il est sympa, mais il est sympa, c'est important. Et non, surtout, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je suis de assez près ce qui se passe au niveau d'Idoine et surtout, c'est très accessible. C'est des zines qui sont souvent à 5 €, 10 €. Et je trouve que moi, c'est comme ça que j'ai commencé à accumuler beaucoup de choses. C'est en me tournant vers pas les bouquins qui coûtent 20 balles, c'est plutôt les petites publications qui coûtent 5 € et qui sont tout aussi qualitatives que les bouquins qui coûtent 20 balles, quoi. Donc voilà, elle me tient à cœur cette référence. En tout cas, c'est sans être une inspiration au premier degré, c'est vraiment une méta, quoi. Genre, j'aime bien ce qu'ils font. Ensuite, il y a qui ? Félicité Brigade Cynophile. Vraiment, que dire ? C'est incroyable. Je pense que tout le monde connaît un peu, enfin les gens de notre classe en tout cas, notre milieu, voilà. Oui. C'est une meuf, elle fait des trucs trop stylés. Je saurais. En fait, à la base, elle était pas graphiste, elle bossait dans le milieu de la musique assez underground. Je sais plus dans quelle ville, ça devait être Marseille ou quelque chose comme ça. Et elle s'est mise à faire des flyers, des posters pour des événements de la scène musicale. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à pratiquer. Et elle a une pratique qui est unique, à mon sens, vraiment. Une manière de gérer les images, le texte et tout ça. Et bon, bref, elle fait des trucs trop bien. Elle fait pas que des affiches, elle fait aussi des zines, en l'occurrence Ventoline. Enfin bref, c'est quelqu'un qui a une pratique assez complète et qui est surtout trop classe, quoi. Elle a sorti une rétrospective qui s'appelle Poster 2019-2023, Brigade Cynophile, qui coûte cher parce que tout est en réseau, mais qui est une source d'inspiration fabuleuse. Juste en termes de composition d'affiches qui, je trouve, est un travail hyper compliqué, mine de rien. Tout le monde veut faire des affiches, tout le monde fait des affiches, mais peu de gens le font bien. Et elle, je trouve, il y a un truc qui est hyper unique et souvent copié, mais jamais égalé, à mon sens. Et donc, bref, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et c'est quelqu'un de cool, genre, c'est de fort et de cool. Voilà, j'ai le bouquin de ces affiches qui coûtent cher. Donc c'est que des jolies affiches bien imprimées dans un bouquin. Et à chaque fois que je le regarde, je redécouvre quelque chose et je suis en mode du coup, c'est des affiches très précises, souvent de concerts, etc., d'événements assez petits, d'événements de niche. Et toujours, même la typo, enfin bref, j'aime trop. Et je pense que ça... Ouais. Ça représente une sorte d'idéal de création, je pense. Après, je sais pas comment elle bosse, je la connais pas. Enfin, tu vois, ça se trouve, j'en sais rien. Mais en tout cas, bref. En tout cas, c'est trop stylé. Je sais pas comment ça bosse, mais ça finit bien. Ça fait un travail de fou. Ensuite Louise Dehaye, je sais pas très bien comment je l'ai trouvée, mais c'est une graphiste, je sais rien sur elle. Je crois qu'elle enseigne aussi. En tout cas, elle est assez active sur Instagram. Elle fait des choses qui sont très maîtrisées, très beaux à mon sens. Ça, pour le coup, c'est une source d'inspiration. Quand je sais pas trop comment mettre en page les trucs et tout, je regarde souvent son travail parce que c'est toujours très didactique, mais fun en même temps. Je sais pas, je me suis jamais renseignée à proprement parler sur son travail, mais tu vois, il y a des posters, il y a des trucs avec la main et tout, de la trame, bref. Pareil, c'est des gens, je sais pas comment ils bossent, tu vois, j'ai jamais écouté d'interview, je suis jamais allée leur parler, mais le résultat est très beau. Et voilà, elle a pas tant de followers que ça, quand même un peu. Et oui, elle a fondé Collectif, j'imagine, un truc comme ça. Enfin bref, c'est des gens qui font des trucs un peu dans leur coin, mais qui le font bien, voilà. Et sinon, après, attends. Et Wisso Collectif, ça, je n'ai aucune info précise sur ce truc, c'est Mathieu Baker qui m'avait donné le compte Insta, qui est plus si actif que ça, mais je crois qu'ils font encore des choses. Et ils proposent en gros des objets où c'est des espèces de pochettes avec plein d'objets graphiques dedans. Et moi, j'adore les trucs comme ça. Quand c'est petit, ça rentre dans une pochette, tout est bien
indépendants, mais tout va ensemble, etc. Bon, bref, cette analyse n'est pas très poussée sur ce qu'ils font, mais en tout cas, c'est très mimi, très classe. J'en ai jamais vu en vrai. J'ai juste vu le compte Insta. Mais voilà, c'est une source d'inspiration, ça, pour le coup. Notamment pour ton Ouais, projet. trouver les formats, trouver voilà, les images, c'est trop stylé. Ok, Vogue Body Express. Un autre truc que j'aime faire, à part aller en librairie, c'est aller en festival d'auto-édition. Enfin, d'auto-édition, de micro-édition. Et donc, en l'occurrence, Vogue Body Express, c'est avec Thibaut. Bah, t'étais là aussi, je crois. C'était au Paris Book Fair 2024. Oui. Avec Thibaut, on est tombé sur ce stand de 2 meufs qui parlaient anglais, en vrai, mais du coup, on avait un peu la barrière de la langue et tout. Et on regarde un peu ce qu'elles font, et on avait trouvé ça trop stylé, même qu'elles nous avaient fait... leur carte de visite, elles nous donnaient juste le papier, il y avait un tampon, et on devait créer leur carte de visite pour nous. Enfin, il y avait tout un truc autour de... l'exposition, la manière de la scénographie de leur stand, qui était un tout petit stand, et puis elles étaient sympas, donc on a commencé à leur parler, et elles ont un projet dont je parlerai plus tard parce que c'est une inspiration pour mon projet MAD qui s'appelle Mnemotop, et qui est juste, je trouve, vraiment génial, et en vrai, en termes d'esthétique même, c'est très beau. C'est des gens qui sont un peu dans leur coin, mais qui font des trucs vraiment stylés, et ça, en l'occurrence, pareil, ça coûte pas très cher, quoi. C'est Mnemotop, elles ont fait beaucoup de numéros, c'est des zines qui sont en fait conçus grâce à la participation de leur communauté, où en gros elles donnent un lien, j'imagine Google, je sais pas quoi, et les gens déposent absolument ce qu'ils veulent, et donc ça donne un truc qui est organisé par elles, qui est créé par elles, donc tout est un peu la même gueule, tout est sur le même papier, en noir et blanc, etc. Mais ça donne à lire, à voir du contenu de gens qui sont des gens réels et qui font pas forcément que de l'art. Parfois, j'avais vu un truc, c'était des SMS avec sa mamie, ou parfois c'est des dessins. Je trouve que ça met en avant une certaine plus simplicité. Enfin, je trouve ça très simple en vrai comme objet, Cool. mais qui est trop stylé, quoi. Elles sont fortes. Et toi, tu peux participer au projet. Et ouais, tout le monde peut participer. Enfin, je sais pas, c'était cool. Donc, ouais, elles ont des noms, mais qui sont un peu néerlandais, donc je saurais pas les dire. Mais voilà, ça, c'est vraiment une de mes. Enfin, je suis de près ce qu'elles font, parce que c'est des meufs, donc c'est cool. Et puis, c'est pas comme ce que je vois d'habitude, donc c'est cool aussi. Et en termes de scéno, j'ai regardé un peu leur compte Insta. Ils ont un prix pour. Elles ont des structures en bois qui sont hyper intéressantes et qui mettent vraiment bien en avant leur projet. Et elles font tout et très bien, encore une fois. Donc, c'est génial. Trop stylé. Ensuite, ça, c'est des studios de risographie qui sont respectivement basés à Berlin, il me semble, pour Detan Studio, et Colorama, c'est Pays-Bas. J'ai pas envie de dire Amsterdam, mais en tout cas, peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est pays voisins. Et Julia Schimotz, trop stylée. Allez checker ce qu'elle fait pour les gens qui sont là. C'est incroyable. C'est une meuf, elle travaille donc avec son studio, donc elle a les machines, le matos, etc. Donc elle peut faire des trucs hyper poussés en risographie, et elle fait notamment de l'animation avec ses impressions riso. Et c'est bref, c'est très maîtrisé, c'est trop cool, et surtout c'est très expérimental, je trouve, parfois. Et je pense que la quantité de travail est intense. Je trouve qu'elle a une pratique qui est vraiment singulière, et puis et ça peut coller avec des trucs un peu plus tu vois. Ça, c'est un peu plus didactique, et ça reste hyper classe, quoi. Ça, c'est vraiment trop bien fait. Et le truc des lieux comme ça, avec Detan Studio, Colorama, c'est des lieux qui vivent et qui accueillent souvent des trucs, ils font pas que leur pratique à eux, ils font pas que des commandes. Colorama Print, ils font aussi des workshops en ce moment, je crois, sur la reliure artistique. Ils apprennent des trucs aux gens, ils transmettent, et c'est trop cool. Et eux, en l'occurrence, c'est aussi une maison d'édition. Et ils font plein de choses hyper variées avec différents artistes, toujours par le moyen donc de soit la risographie, soit le matos qu'elles ont. Je dis elles, mais je sais pas, j'imagine elles. Oui. Elles ont au studio. Et il y a le projet Lettres, pareil, dont on reparlera, mais qui sont vraiment des choses que je trouve originales dans le paysage graphique, et qui
moi, m'inspire beaucoup. Ça donne le smile. Voilà, c'est coloré, c'est cool. Exactement. Et puis c'est assez expérimental en vrai, donc c'est sympa. Et puis parfois c'est plus normal, en vrai c'est des éditions qui sont juste bien faites et pas si chères que ça, parfois un peu plus vu que c'est de l'Arizo, mais... Le travail de l'Arizo, je trouve ça tellement Ouais, incroyable. l'Arizo c'est la couleur, très... ça nous donne envie, nous. Hein. Oui, Franchement, c'est des les trucs... couleurs vives, c'est vraiment magnifique. Le travail de superposition de couleurs. Ouais, non, mais Et il si y a on des peut gens qui font des associer ça trucs... à ouais. l'animation, c'est beaucoup trop stylé. Non, c'est un champ des possibles assez varié. Et puis, nous, on n'en fait pas naturellement. Enfin, quand tu apprends le graphisme, l'Arizo, c'est plus un truc à côté, tu vois. Ouais. Mais j'ai remarqué dans notre classe, ou en tout cas dans les gens que je fréquente, etc., tout le monde a un truc avec l'Arizo, quoi. C'est stylé, quoi. C'est stylé, c'est un truc assez rare parce que dans la classe, dans notre école, on n'en avait pas, malheureusement. Ça arrivait une semaine quand on avant. est parti. Ça arrivait quand on est parti. Mais ouais, je sais pas, c'est un petit truc en plus, ça change des impressions classiques que tu peux avoir dans les imprimantes, tout ça. On n'a pas dit, mais c'est un procédé d'impression qui vient du Japon. L'Arizo, c'est la machine. Et ça donne un rendu très texturé. On peut avoir des couleurs en ton direct, donc du fluo, etc. On peut faire des superpositions de couleurs. Et c'est des machines qui sont... du coup, j'ai fait un workshop Riso il n'y a pas longtemps. Qui sont très capricieuses et très... ça demande une maîtrise technique, quoi. Ouais. Et aussi beaucoup de bidouillage. Donc, La superposition aussi fait qu'il y a des ratés. Et en fait, c'est aussi ces ratés-là qui font que... En fait, c'est pas parfait, l'Arizo. Et c'est pour ça que je trouve qu'on trouve ça cool. En fait. C'est ça, exactement. Les petits trucs, c'est génial. Ouais. Il y a une pratique à part entière avec l'Arizo. C'est des gens qui font que ça, quoi. Ils sont graphistes, mais ils sont... Risographes. Je sais pas si ça se dit. Je crois que... Mais en tout cas, ils aiment tellement ce qu'ils font, ils le cultivent, quoi. Ouais. Ça devient... Quintal à Paris, là, c'est un empire, le truc. Ça reste fait par des gens, c'est pas automatisé, etc. Mais ils font plein de trucs, ils sont partout, ils font plein d'événements et tout. Et c'est trop cool, ça se développe hyper bien, ça séduit beaucoup. Et il y a beaucoup d'artistes, même photographes, dessinateurs, qui passent aussi par l'Arizo pour le rendu, pour faire des éditions. Et vu que c'est une maîtrise à part entière, ils ont vraiment quelque chose à offrir sur le marché. Et c'est ça qui fait vivre ces endroits. Et c'est pour ça que faut continuer à soutenir, quoi, parce que c'est cool. C'est génial. Et oui, du coup, c'est à Quintal où tu as fait ton petit workshop. Ouais, j'ai fait à Quintal. C'était archi cool, du coup, qu'une journée. Et j'aimerais bien faire un stage un peu plus long, peut-être l'année prochaine, dans un studio Riso, parce que je pense qu'il y a beaucoup à découvrir, et même en termes d'édition, c'est un champ des possibles assez infini, à mon sens. Maintenant, on va parler d'un gros sujet. Ça, c'est une deuxième passion. #passion Cléro, surtout. Grosse propagande Cléro. Mais non, mais en fait, Cléro, c'est une artiste, une chanteuse qui a des trucs assez connus quand même, sur TikTok et tout. Et l'année dernière, ça fait 1 an, elle a sorti Charm, qui est un de mes projets musicaux préférés, je pense, de tous les temps, et qui est surtout accompagné d'un graphisme, d'une DA et des illustrations de merch, etc., qui sont trop stylées. Et là, on peut voir avec la pochette notamment, il y a un travail d'illustration, etc. Et elle a fait venir plein d'artistes, calligraphes, illustrateurs, etc. Elle a travaillé, elle a produit son album, elle n'est pas avec une maison de disques ou quoi que ce soit, donc tout est fait avec des gens, c'est indépendant, etc. Donc outre le fait d'aimer la musique, aller streamer l'album, il est vraiment bien. Il y a aussi l'univers qui est accompagné de la musique. Voilà, il y a eu de la merch, de t-shirts qui était incroyable, de l'illustration. Il y a eu aussi sur son site d'autres trucs qui ont été proposés, notamment un bread workbook. Bon, ça c'est un truc pour faire des perles, quoi. Genre, c'est trop mignon, c'est trop bien fait, et ça se voit que ça a été fait par des gens qui savent ce qu'ils font et qui ont travaillé tous ensemble, main dans la main. Donc c'est un bon exemple de collab avec d'autres artistes qui transcende un peu les limites de l'univers musical. Et je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose avec ce projet qui moi m'inspire beaucoup. Et parce que souvent c'est des trucs que je sais pas faire, la musique, l'illustration, la typo, et donc c'est trop stylé et je suis absolument fan de ce... ça c'est plus... je peux pas avoir un regard critique parce que je trouve ça trop bien et trop classe. Je suis d'accord en fait. Déjà c'est cool que tu présentes une référence qui est... En fait,
qui est autre que graphisme artistique, c'est de la musique, mais c'est vraiment archi bien accompagné. Enfin, oui, franchement, c'est un bel objet. T'as le vinyle. Bah ouais, j'ai le vinyle. C'est un très, Déjà, très la bel photo est objet. jolie et la meuf est jolie, donc ça aide. Mais surtout, le travail de la couleur et tout, de l'objet. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a rien qui est laissé au hasard et ça fait plaisir parce que souvent, la merch d'artistes, c'est moche. Oui. Souvent, les vinyles, c'est un peu bâclé. Et je trouve que la musique, bah, c'est une source d'inspiration. Mm. Et donc, bah... Ça te met dans un mood aussi quand tu crées, et qui va venir ensuite. Enfin, je vais en parler maintenant parce que c'était dans mes questions, mais toi, t'écoutes de la musique? Ouais. Mais moi, je suis pas un exemple, j'écoute en boucle les mêmes trucs. Donc, je sais pas, j'ai un fond musical. Parfois, c'est n'importe quoi. C'est genre des playlists de soirée que j'écoute et genre, je suis en mode. Enfin, bref. C'est pas du tout chill, c'est ça que je veux dire. Et j'ai besoin de chanter pour. Enfin, Ok. de mal chanter pour. Bien. Avancer. Mais en vrai, je crois que vraiment ça m'aide à bosser, d'avoir une part de mon cerveau qui est en automatisme sur tu sais, des paroles de musique. Et comme ça, tu fais des trucs un peu plus. Tu te prends moins la tête, je trouve. Mais j'ai l'impression que tout le monde travaille un peu en musique. Hein. Non, toi, non? Alors, moi, ça doit dépendre aussi du projet, je pense. Il y a Ah des oui, projets ok. où, je sais pas, je dois vraiment avoir un silence absolu. Ou sinon, je me fais un truc où, je sais pas, j'ai un TikTok, je sais pas, machin. Enfin, un tic ou un toc. Ou sinon, enfin, la musique, enfin, ça dépend de la musique, je pense. Moi, je pense j'ai besoin d'avoir soit une musique calme, soit une musique où je connais vraiment toutes les paroles. Comme ça, quand je travaille, je chante, enfin, je sais pas. Mais, Non, je suis d'accord. mais je Faut pourrais pas que ça te écou- déconcentre. je pourrais pas écouter des musiques de soirée. Voilà. Ah, mais moi, je sais pas, j'ai. Enfin, après, moi, en soirée, j'écoute pas du rap ou quoi que ce soit, donc tu vois. Mais j'écoute de la pop. Et genre, c'est. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que ça met dans une mécanique de travail et t'es en boucle, en fait, avec la musique. Et c'est ça qui est cool. Bah, comme quand les gens ils font du sport, je pense que c'est le rythme aussi qui aide à Ouais, exactement. être concentré. Ouais. Du coup, je reviens sur Cloro, vraiment trop beau taf. Quand tu me l'as montré, j'ai vu le nombre de personnes qui travaillaient sur ce projet. J'ai dû faire un choix. Donc, tu m'as envoyé deux personnes. Non, franchement, c'est. Mais les t-shirts, surtout, ils m'ont. Ils sont cool. Ouais, moi j'en ai un, bientôt deux. Donc, parce qu'elle a refait un drop. Beau projet, allez checker. Ouais, mais surtout, en fait, ce qui est génial sur ce projet, c'est que je vois chaque personne a contribué à Charme, mais en fait, chacun a aussi sa patte. Ouais. Quand on regarde la différence entre les deux. Là, clairement, le lapin qui fait du piano, c'est dans le nouveau drop de merch. Et c'était un peu différent. Et il y avait un truc un peu plus authentique des artistes. Et tu mets vraiment en avant leur taf. Le mec ou la meuf, je sais pas, qui a fait la typo. Enfin, c'est un travail à part entière. Et ça n'a pas été minimisé dans le processus, dans la prod et tout. Enfin, tu vois, elle met vraiment en avant les artistes. Enfin, bref. J'adore cette meuf, donc je vais pas... Voilà. Mais beau projet, incroyable. C'est vrai que dans les je sais pas, dans les labels classiques, jamais t'aurais ça, et c'est cool d'avoir une créativité. Ouais, il y a Tyler qui fait un peu ça. Oui, un petit peu. Enfin, je trouve que c'est déjà moins authentique. Oui, je suis d'accord. Mais là, franchement, quand tu vois ça, tu fais... c'est génial. Mais voilà, les artistes indépendants, ils ont tout à gagner de travailler avec d'autres artistes indépendants. Enfin, c'est donnant. Voilà, exactement. Ça donne de la visibilité pour tout le monde, c'est très bien. On a pas mal parlé de Cléro, enfin, on peut passer à... ça, je connais pas trop son taf, juste c'est un mec qui a fait l'école que je vais faire, donc et Sam Camp. Et pareil, il est bien suivi sur Insta et il fait des trucs souvent en réseau, il a l'air d'être branché bande dessinée. Et bref, ça ressemble pas du tout à ce que moi je fais ou à ce que je regarde, mais j'ai trouvé ça trop cool et hyper intéressant à découvrir. Et c'était un peu une catégorie que je t'avais envoyée en mode des gens qui me donnent envie de continuer mes études, parce que c'est des gens qui ont notre âge quasiment, qui ont les mêmes moyens que nous, qui sont dans les mêmes sphères que nous pour la plupart, et qui pourtant font des choses qui, moi, me donnent envie de travailler plus dur, tu vois, de continuer. Donc c'est des gens qui sont inspirants tout en n'étant pas des références à proprement parler, quoi. Et pareil pour Alice Louis, qui est Alice Nouille sur Instagram. Elle, j'adore son contenu parce qu'elle fait aussi du contenu sur YouTube. Et bon, bref, tu avais une catégorie gens à... on en parlera après. Ouais, on en parlera après, mais bref, je vais en reparler. Mais bref, des gens qui sont dans le début de leur vingtaine et qui pourtant font plein de trucs et font plein de trucs cool. Mais attends, je voulais revenir sur Antoine. Il est à Caen, tu disais. Il a été diplômé cette année. Ok. Parce que je m'étais dit, ça peut être trop cool de pouvoir discuter avec. Je sais pas. Déjà sur Insta, tu peux le faire, mais je me dis, c'est cool de voir son taf en vrai à Caen. Non, mais en vrai, ça donne une. Parce que souvent, les écoles communiquent pas
Enfin, pas Oui. bien. Les écoles d'art communiquent pas bien sur le travail de leurs étudiants. Enfin, ça dépend lesquels. Et ça, Damien, je trouve, ils le font C'est très bien. exactement ce que j'allais dire. Quand ça se débrouille un peu, mais Gobelin, bref, ils communiquent surtout sur l'animation, c'est normal. Mais voilà, et donc c'est intéressant d'aller voir ce que les anciens élèves ou élèves font, parce que je trouve que c'est eux qui portent vraiment la formation et qui témoignent des moyens qu'il y a, de ce qui est possible grâce à la formation. Bien sûr, il y a beaucoup de talent, mais c'est une bonne idée pour moi, pour me projeter. Je suis allée voir les comptes de gens qui ont fait l'école que je voulais, dans laquelle je voulais aller, parce que le compte Insta de l'école en lui-même, il me montre ce qu'ils veulent me montrer, c'est de la com, alors que eux, ce qu'ils font, c'est du concret, c'est leur travail, quoi. Donc voilà. Ensuite, alors, on va parler... Attends, tu viens. Alors, je répète la même chose que pour Malicia, mais pour notre dernière année de licence, donc on était en DenMad à Gobelin, on a dû rendre un mémoire et un projet de fin d'année qui s'appelle le projet MAD. Tu souhaites davantage parler du projet de fin d'année, mais tu pourrais, si tu veux parler rapidement... Du mémoire ? Ouais, en 2 spies ou... si t'as pas forcément envie, on peut directement passer. Non, mais le mémoire, c'était cool, une introduction à la recherche, et moi, c'est ce que j'ai envie de continuer à faire. Donc, j'ai bien aimé écrire. C'était très dur, et très difficile, et très... pas de ce qu'on fait d'habitude. Oui. Mais c'était très bien. Donc, j'ai pas... Voilà, on s'en fout un peu du mémoire, en l'occurrence. En même temps, je le regarde, je suis en mode, ok... Après, c'est quand même un bel objet, quoi. Ok, bon, pas dingue. Mais c'était une bonne expérience, très intense. Mais ça a mené vers, du coup, le projet MAD. Le projet MAD. Non, tu veux en parler maintenant ou je peux... Tu veux l'introduire ? Je sais pas. Le projet dont tu veux me parler est au sujet du temps, de la vingtaine et de la narration. Ouais. Ton projet est divisé en 3 actes. Alors, j'ai noté recontacter, lecteuris, scripteuris et la caption. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail ? Donc, mon projet de diplôme, c'est un processus parce qu'au départ, je savais pas quoi faire. C'était long et j'avais pas de... Tu sais, je voyais tout le monde qui avait leurs problématiques, qui avait leurs notes d'intention, et moi, j'étais perdue. Et donc, c'est un projet qui vise un peu à... Enfin, c'est un projet perso, en gros. Hein. Il n'y a pas de commanditaire, il n'y a pas de... Voilà. Il ne s'inscrit pas dans une réalité, si ce n'est la mienne, qui est un besoin de capturer un peu ma pratique, mais aussi mes intentions dans le temps, parce que j'avais envie de travailler autour de ces notions de narration, de récit personnel et de temps qui passe, et de justement de faire un projet qui est à la fois documentaire d'une époque de ma vie, et à la fois qui a pour but de justement figer cette époque, quelque sorte, dans le temps. Donc, pour trouver un sujet un peu plus spécifique pour parler de ça, je voulais donc l'adresser au plus grand nombre, que ça soit un projet personnel, mais qui puisse être lu, vu et compris par d'autres gens. Donc, j'ai décidé de parler de la vingtaine, qui est une période de vie donc, que vraisemblablement tout le monde a vécu, ou tout le monde va vivre, ou tout le monde vit. Et donc la vingtaine, ça me permettait d'avoir un peu une trame narrative avec une sorte de basculement, parce que c'est, en tout cas pour moi, une période qui représente beaucoup de changements, beaucoup de trucs qui se passent, quoi, et j'avais envie d'en parler. Et donc le premier acte, alors ce projet a été découpé en actes qu'après le projet. Au début, il n'était pas aussi structuré qu'il est maintenant. Je créais beaucoup et j'utilisais très peu de ce que je faisais. Donc c'était vraiment un processus, comme je l'ai dit. Donc recontacter, c'est la première amorce du projet qui prend forme, avec les références ça peut être pratique, qui s'inspire et qui part de l'intention de recontacter des proches que je perds de vue ou que j'ai perdu de vue avec justement ce passage à la vingtaine. C'est pas des trucs qui sont très deep, hein, c'est pas des sujets où c'est quelqu'un à qui j'ai pas parlé depuis 5 ans, non pas du tout, c'est des gens juste avec qui j'ai des conversations, avec qui je vois mais qui on n'a pas la même relation qu'au lycée, ce qui est normal parce qu'on se voit plus tous les jours, et donc il y avait une intention aussi de tendre un peu la main vers l'autre, d'amener potentiellement à de la participation pour la suite du projet, et surtout d'avoir un prétexte pour créer, parce que c'est super dur de créer dans le vide quand on est en autodidacte, quand
tout le projet il repose sur toi, il faut un peu te créer ton propre cadre. Et en l'occurrence, mon cadre, il s'est créé grâce à ce projet, qui est un projet donc de lettres, un projet épistolaire, qui a donc visé à comment on appelle ça, envoyer des lettres à des proches, à 6 personnes, et à donc concevoir et créer ces objets qui sont donc des enveloppes avec un contenu spécifique qui comment on appelle ça, qui s'inspire du projet de lettres de Colorama, justement, dont on a parlé tout à l'heure, qui est donc le studio de risographie quelque part aux Pays-Bas, qui font des lettres, il me semble, mensuelles, où ils envoient par la poste des lettres avec un contenu divers et varié, avec l'intervention de différents artistes qui sont toujours très maîtrisés, imprimés en risographie, différents formats. Et comme je l'ai dit, moi j'adore les trucs avec plein de petits formats, plein de petits trucs et tout. Donc je trouvais que c'était un bon prétexte déjà pour parler, pour créer, pour parler toujours, et surtout pour faire participer, parce qu'en fait j'avais envie de construire un projet qui parle donc du récit de soi, qui a un fil rouge qui est l'identité narrative selon Paul Ricoeur, qui est donc un philosophe. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est juste des trucs qui, moi, m'aident à structurer mon truc, mais c'est pas très intéressant. En vrai, c'est des références comme une autre. Donc je voulais parler de ce truc du récit, en fait, amener la personne à, elle aussi, se raconter. Et par le même biais, moi, un peu parler de moi, quoi. Donc c'est des lettres qui elles se structurent en une double narration où déjà il y a un corps de lettres où on ne peut plus basique sur lequel qu'est-ce que tu fais pendant les vacances, j'espère que ça va, et c'est des lettres qui se veulent personnelles, donc adressées à une personne en particulier, toujours différentes, hein. J'ai jamais envoyé la même lettre à 2 personnes différentes, mais qui ne sont pas intimes parce que je voulais qu'elles puissent être lues par n'importe qui. Alors bien sûr ça parle de choses qui sont propre à la personne, donc tout le monde ne peut pas s'identifier, mais le but n'était pas vraiment qu'elle soit lue pour le propos, mais plus pour l'intention, pour la forme, etc. Et de l'autre côté, en donc, double narration, il y a j'ai intercalé des éléments, des moments de vie qui se sont passés pendant que j'écrivais la lettre. Donc par exemple, toujours je commençais en parlant du temps qu'il faisait, parce que dans la vie d'adulte, on parle toujours de quel temps il fait. Enfin, au taf, c'était la question qui revenait tout. Il fait pas très beau aujourd'hui, super. Donc je me suis dit que c'était une bonne amorce. Et puis, pour en fait, vraiment commencer. Je sais pas si je me perds, si tu me dis si c'est pas clair. Mais franchement, parle. Je te ok, j'adore parler, ça tombe bien. Pour un peu vraiment travailler cette histoire du récit, mais aussi de la temporalité, le fait de figer dans un laps de temps l'écriture et de vraiment encadrer ce moment avec des éléments qui interfèrent. Alors parfois c'est sympa, c'est genre mon chat qui monte sur le bureau, qui descend et je l'écris. Parfois c'est juste le RER qui avance parce que j'écrivais la lettre dans le RER, tu vois. Mais ça me permet moi de me parler de moi. Au fil des lettres, tu comprends que je vais taffer à Issy-les-Moulineaux, que j'ai un chat, que voilà. Mais en même temps, sans dire moi je. Donc c'était une manière pour moi de travailler la narration. Et ça a trop bien marché. Enfin, c'est horrible de dire ça sur son propre projet, mais c'est vrai, c'est un projet qui a bien marché parce que j'ai reçu des lettres en retour. Et ça, c'était super. Et le fait de... En vrai, j'espérais. Mais si elles m'étaient pas... Enfin, si elles n'avaient pas participé, je leur en aurais pas voulu, tu vois, c'est chacun a son train de vie, mais chacune a pris le temps de répondre, et ça, c'était super. Et le fait de recevoir une lettre, et c'est un peu ce que je voulais invoquer vers l'autre personne, c'est un sentiment qui est tellement incroyable. Enfin, tu t'es là, quelqu'un, il a adressé une lettre à toi, et mon père, il m'a dit « Adé, qu'est-ce qui se passe ? T'as genre 5 lettres dans la boîte aux lettres ?» Et j'étais en mode « Mais non, mais incroyable !» et tout. Donc, en fait, ça a vraiment été un moment, quoi. Ça a été une vraie expérience à part entière. Enfin voilà, nous on est des enfants du 21e siècle. Envoyer des lettres, ça n'a jamais été un moyen de parler avec des gens juste pendant les vacances, envoyer une carte postale, etc. Mais le fait d'invoquer un pseudo-souvenir un peu qu'on s'est construit nous-mêmes sur l'idée de ce que c'était recevoir une lettre, c'était des trucs qui étaient hyper intéressants à invoquer, surtout qu'on parle de la vingtaine, donc on parle de grandir, mine de rien, on parle de nostalgie, donc voilà, il y avait toute une base, je savais pas trop ce que j'allais garder, voilà, mais ça me permettait de donner le ton et de recevoir en retour des lettres qui m'ont permis de faire la suite du projet, qui est donc lectrice scriptrice,
Bon, ça, c'est la lettre. Oui. La lettre n'était pas toute seule, hein, bien sûr. Il y avait un espèce de protocole de réponse. Il y avait un questionnaire quel vingtenaire es-tu ? Parce qu'au début, je savais pas quel ton adopter. Je savais pas si j'avais envie d'être fun, si j'avais envie d'être didactique, etc. Et il y a un petit manifeste parce que bien sûr, le projet n'était pas caché. C'était pas je t'envoie une lettre parce que j'ai envie de te parler. C'est je t'envoie une lettre parce que j'ai envie de te parler, mais aussi parce que ça fait partie de quelque chose de plus gros. Donc tout était très clair. Hein. Il y avait rien de caché et un timbre aussi pour qu'elle puisse les encourager à répondre pour que ça soit totalement gratuit comme expérience pour elles. Si on peut parler un peu plus de graphisme, les tons de couleurs du projet se veulent pas agressifs. C'est des couleurs froides. Ouais. Alors je l'ai pas fait forcément exprès, mais c'est une remarque qu'on m'a faite pendant mes jurys, où en fait ça le rend accessible parce que c'est des couleurs qui sont pas pétantes, qui donnent envie de lire à la limite, mais en tout cas qui sont neutres. Ça fait pas mal aux yeux. Voilà, neutres, voire un peu plaisante, mais c'est une palette de couleurs qui s'adresse au plus grand nombre parce que j'envoie des lettres à des gens qui sont pas graphistes, qui sont pas au courant forcément de mon projet, qui sont même pas au courant de ma pratique, donc qui peuvent un peu être déroutés si je leur enverrais directement un truc hyper coloré où j'ai fait des jeux de typos, où il s'est passé des trucs. Non, là le premier but c'était être lu, donc d'où les choix graphiques. Je voulais revenir sur un truc, sur le fait d'envoyer des lettres. Moi, à la base, je trouvais ça un peu ridicule parce qu'on avait les messages et tout. Et en fait, il y a une personne qui m'a dit qu'en fait, c'était très important. Enfin, c'est génial d'envoyer des lettres et de recevoir des lettres. Et quand j'ai commencé à en envoyer cette année à mes grands-parents, à ma mère, j'ai compris que quand je la voyais, elle me disait « Tu m'as envoyé une lettre et tout, c'est trop bien ». Et en fait, je trouve que cette pratique est trop cool. Et qu'il faut la remettre, faut remettre du buzz à cette... C'est une intention qui est hyper mignonne en vrai. Toi, la lettre, elle voyage. Oui, et puis t'as payé. Enfin, un timbre, ça coûte. C'est beaucoup moins instantané qu'un message. Même si message, c'est très pratique. Hein, on va pas se mentir, j'arrêterai pas de parler sur Insta et tout. Bien sûr. Mais juste pour ce que je voulais dire, ou en tout cas pour certains sujets, quand tu parles à tes grands-parents et tout, quand tu veux vraiment montrer que t'as pensé à la personne, la lettre... on est vraiment des enfants du 21e siècle. Ouais, la lettre, c'est génial. Attendez, mais grosse dinguerie découverte. Mais par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que vraiment, moi, j'écris très mal. Donc, je dis juste dans le message « Coucou, j'espère que tu vas bien. Il fait beau parce que j'étais à Nice à ce moment-là. Il fait beau à Nice. Bonne journée. Je t'aime. » Et voilà. Mais la carte postale, c'est un support qui est trop intéressant parce que c'est tout petit. C'est tout petit. Il n'y a pas la place d'écrire. Il y a tellement... Ouais, tu t'écris vraiment rien. Mais ce qui est génial, c'est de créer ta carte postale. Ça, c'est trop cool. Ça, c'est trop cool. C'est un support graphique qui est hyper intéressant. Tu peux mettre ce que tu veux au dos. Genre. Soit t'as un truc très cheap, soit tu fais... Enfin, c'est génial. Tu vois les cartes postales avec les chatons là dans n'importe quel paysage. Bon baiser de Marseille ou un truc incroyable. Genre, c'est des un trucs kitsch. vraiment très beaufs. Ouais. Mais la lettre, on ne l'attend pas et c'est trop cool. Mais voilà. Et c'est vrai. C'est très... Parce que maintenant, la boîte aux lettres sert généralement pour les colis ou les pubs. Maintenant, tu as ça. Je trouve ça génial. Quand c'est pas administratif. Oui, voilà. Quand c'est pas l'URSSAF, on l'attend et c'est cool. Voilà. C'était ma petite aparté. Non, mais c'est très bien. Là, du coup, là, il y a... en gris, c'est ton questionnaire. Ouais. D'habitude, c'était en plusieurs. Normalement, c'était en plusieurs. T'avais fait deux couleurs. Ouais, j'en avais fait. En fait, c'était vraiment à tâtons le début du projet. Oui. Je savais pas à qui je voulais l'adresser, comment je voulais l'adresser, etc. Donc, j'ai créé beaucoup et je me suis forcée parce que moi, j'ai tendance à aller droit au but, à vouloir faire le parfait truc directement. Et là, c'était pas la DA. Donc, je me suis forcée à travailler autrement. Et c'est pour ça que je pense que ce projet, il est allé aussi loin et il m'a autant plu. C'est parce que j'ai pas fait comme d'habitude. Il y avait plein de trucs qui ont servi à rien à la fin. Hein, oui, mais ça fait du contenu. Et même pour le jury, tu montres que tu as fait des recherches. T'as beaucoup parlé avec les professeurs pour des retours sur ton projet ? En vrai, pas mal. Au début, j'avais honte parce que je trouvais que mon projet, il était pas très bien fondé ou en tout cas moins bien... Enfin bref, et en fait, je pense que c'est vraiment les profs qui m'ont donné confiance. Le jury blanc qu'on a eu hyper tôt par rapport au vrai diplôme, donc hyper en amont, parce que pour nous laisser le temps de justement rectifier le tir, je l'ai fait avec Geoffrey et Solène, donc Geoffrey Saint-Martin et Solène Douali, et j'ai passé un trop bon moment, et je les remercie pour ça d'ailleurs, parce que je pense que c'était le moment où j'avais besoin qu'on croie en mon projet, et ils ont cru en mon projet, et bon bref... C'est un projet qui n'a pas une envergure folle, mais qui était super important pour moi sur le moment. Et ils m'ont dit, on a hâte de voir la suite. Et j'étais en mode, ok, il faut que je fasse la suite. Parce que
je trouve que ce truc d'audience ou de gens qui attendent ton projet, nous on l'a pas encore et peut-être qu'on l'aura jamais, tu vois. C'est hyper spécifique, mine de rien, d'avoir des gens qui attendent ton travail. C'est très artiste. Oui. Et c'est très gratifiant et je trouve que il faut utiliser les profs dans ce sens-là parce que ils sont là pour ça aussi, même s'ils sont pas toujours encourageants. Ouais. Ils ont toujours quelque chose à dire et ça. Oui. Il faut pas avoir peur vraiment. Faut vraiment pas avoir peur de leur parler. Je trouve ça génial. Ils ont leur expérience. Ils ont leur avis sur ton projet. Je trouve ça trop cool. Puis petit aparté, les profs à Gobelin quoi. Moi ils étaient incroyables. On va pas. C'est la même discussion qu'on a avec Mason. C'est génial de l'avoir avec. Mais toi. non, mais c'est les parce profs que à Gobelin sont très cool. C'est unanime quoi. On a tous une bonne expérience, une meilleure expérience à Gobelin, je pense, grâce à l'investissement qu'ils portent dans la formation, qui est une formation qui sera très bien dans quelques années, qui pour le moment est bien. Oui, mais qui sera très bien dans quelques années. Chaque année, ils arrivent à s'améliorer. Oui, il y a une marge d'amélioration énorme en même temps. Mais... à partir du moment où on est arrivé et au moment où on est reparti, il y a eu plein de choses. Typiquement la machine Riso qui est arrivée, mais aussi d'autres cours. Mais même les premières années, ils ont eu des cours très différents de ce qu'on avait eu. Et en fait, c'est beau de voir que c'est un truc. C'est pas acquis. Mais aussi, pour eux, l'école nous écoute aussi. Ça, voilà. cool. L'école, je sais pas, mais les profs, en tout cas, oui. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, je sais pas du tout comment ça se passe pour les autres écoles d'art, de graphisme, mais nous, on est très proches, on était très proches de nos professeurs. À un point, on les tutoyait, et je sais que quand j'en parle avec d'autres personnes qui sont pas du tout dans le monde de l'art ou du graphisme, pour eux, c'est impensable de pouvoir les tutoyer, et c'est ce que j'aime dans notre formation, c'est de pouvoir d'avoir une proximité folle avec les professeurs. Ouais, puis il y a une distance qui est réelle quand même, qui est respectueuse et qui est celle de quelqu'un qui va te tutorer plus qu'autre chose. Mais c'est pas une relation élève-prof. En fait, c'est ce qu'il disait, on n'est pas des élèves, on est des étudiants. Et l'amalgame était quand même, tu vois, on n'est pas là pour s'asseoir et prendre pour acquis tout ce qu'ils nous disent. On est là pour re-questionner et... bref, moi j'ai beaucoup aimé cette dynamique-là et je crois que c'est aussi pour ça que je voulais continuer mes études. J'espère retrouver ça plus tard. Tu veux continuer ton projet ? Il est bas de long mon projet, je m'en rends compte. En plus, j'ai des questions en plus en rapport avec ton projet, mais moi ça me dérange pas. Tu veux le dynamiser peut-être. Le zine et la capsule, en gros, le zine donc, est un zine expérimental qui se veut être l'amorce, le processus et le résultat du projet. Bon, c'est une manière un peu chiante pour dire... En gros, il n'était pas prévu, il n'y avait pas une grille. Il a beaucoup évolué. Je me suis beaucoup amusée avec la typographie, mais aussi avec la mise en page. Et le contenu, il se porte donc sur des réflexions personnelles autour du récit de soi, de l'identité narrative. Il y a aussi le cahier central du livret. C'est avec un peu une autre mise en page et un autre papier pour montrer la cassure, mais parce que c'est... ma référence principale, donc un texte de Paul Ricoeur sur l'identité narrative. Et puis il y a aussi des expérimentations à partir du courrier que j'ai reçu de mes proches. Le tout en gros pour montrer que tout avait le même support, tout avait reçu les mêmes indications, elles avaient la même genèse, etc. Et pourtant toutes les réponses étaient hyper différentes, chacune s'est jouée au jeu du récit personnel et chacune était... se racontait de manière hyper personnelle, alors que l'intention, la lettre de base a été envoyée à plusieurs personnes. Donc bref, tout ça pour dire, c'est un zine qui est vraiment le squelette, je pense, du projet, ou en tout cas qui se veut être vu par le plus grand nombre, donc qui est un peu plus précis sur l'intention du projet et qui m'a permis, moi, de préciser ce que je voulais raconter. Et enfin, la capsule, là pour le coup c'est purement personnel parce que c'est un objet unique. C'est un peu jouer toujours avec cette idée du temps. Et plus pour me raconter moi, pour figer ma pratique, j'ai décidé de faire une capsule temporelle, lectrice scriptrice qui est le zine. Mais il y a aussi un manifeste que j'ai écrit, gravé plutôt, qui est juste un manifeste que j'ai écrit au tout début du projet et que j'ai décidé de graver sur le bois pour ne pas pouvoir le changer tout simplement, pour vraiment le figer dans le temps. D'ailleurs, gros big up à Thibaut qui m'a aidé à scier ce bout de bois et vraiment il a failli perdre des doigts pour moi, donc cet objet existe grâce à lui. Donc c'est un objet qui se veut
figé quoi. Je peux pas le changer, je peux pas effacer. Gravé dans le marbre. En fait. Si j'avais pu le faire dans la pierre, je l'aurais fait dans la pierre, mais c'était compliqué. Donc le bois, et ça m'a permis de travailler pour la première fois en volume avec des matériaux différents que du papier, et j'ai adoré. Et donc je pense que je vais recommencer. Donc voilà, donc le manifeste est dans la capsule, et il y a aussi la dernière pièce de ce projet, qui est la pièce qui, je pense, m'a donné une porte ouverte vers autre chose, qui est une pièce expérimentale, donc qui n'a plus du tout de but didactique, qui se veut, tu la vois, tu te demandes ce qui se passe, c'est normal parce que j'ai rien marqué dessus, et c'est une affiche. Oui, je l'ai. Tu l'as. C'est une affiche A3 faite en risographie, mesdames et messieurs. Ravi, faite à Quintal lors d'un workshop. Merci les amis de m'avoir offert un workshop pour pouvoir le faire. Qui est donc une affiche expérimentale sur l'idée du temps, de la narration, de la chronologie, qui se veut être donc un phénakistiscope, qui est l'ancêtre de l'animation. Donc théoriquement, si on fait tourner la roue au milieu, ça s'anime, on voit la biche bouger, on voit le cycle de la lune changer, et il y a des easter eggs avec le reste du projet, et c'est un travail qui est avant tout plastique, parce que donc je travaille avec la risographie, elle a été conçue pour la risographie, cette affiche, donc il y a vraiment les dégradés et tout, je les aurais pas fait normalement, mais en même temps ça m'a permis de travailler hyper différemment, et donc de proposer une affiche qui est pas du tout ce que j'aurais fait d'habitude, qui ne présente pas de texte, qui n'est pas clair, et c'est ça que j'aime beaucoup par rapport à cette affiche. D'une certaine manière, je la déteste aussi. Enfin, je sais pas, elle me dérange énormément, mais en même temps, je l'adore. Et en plus, j'ai pu faire du fluo et tout. Enfin, c'était trop cool. Donc, c'est un peu l'aboutissement de tout ce projet, parce que finir sur une touche ultra perso, parce que même moi, j'ai oublié ce que je voulais dire avec tous ces trucs sur l'affiche, mais c'est vraiment un aspect expérimental du projet qui me permet de clôturer et de fermer la capsule. Il y a vraiment l'objet capsule qu'on a vu tout à l'heure, que j'ai construit aussi. C'était le pire truc du projet, c'était insupportable à faire. Je m'y suis repris à 23 fois, enfin bref. Qui est un vrai objet, une vraie boîte qui ferme, etc. Qui, symboliquement, scelle le projet. Ou en tout cas lui donne une fin ouverte vers peut-être autre chose. Je peux peut-être continuer le projet sur plusieurs années, voilà. Mais en tout cas, pour le moment, il est clos. Il va un peu prendre la poussière pendant quelques années, et on va voir ce qu'il en est. Et en tout cas, j'ai hâte de le réouvrir, de le re-regarder, de me dire putain, ça c'était nul à chier. Et parce que c'est le but aussi, c'est se remettre en question plus tard et figer le truc. Et pourquoi pas faire sur la trentaine, sur la quarantaine. Quelle horreur, tu sais. En fait, t'as répondu plus ou moins à toutes mes questions que j'avais préparées. Oh, pardon. Et, non, t'inquiète pas. C'est génial. Les défis. Alors, déjà, ce qui est cool dans ce projet, c'est que t'as testé plusieurs choses que juste l'impression classique sur l'imprimante. Donc ça, c'est génial. Et sinon, à part ça, est-ce que t'as rencontré des difficultés, à part justement pour le bois, mais est-ce que t'as rencontré des difficultés et comment est-ce que tu les as surmontées? Je pense que la vraie difficulté pour ce projet, ça a été d'accepter le fait que c'était un processus, et que j'allais pas avoir la bonne recette, ou même j'allais pas avoir ce que j'imaginais en fait. Parce que souvent j'ai tendance à vraiment rêver d'un projet, essayer de le faire, et ça donne quelque chose de complètement différent, et je suis toujours déçue parce que c'est pas ce que je voulais faire. Et là je me suis dit ok, on va faire autrement. Je vais accepter le fait que ça sera pas ce que je voulais faire, et peut-être que ça va rendre quelque chose de mieux. Et en vrai, ça a été 3 mois, je crois, de travail où j'ai été la pire personne sur la planète. J'ai procrastiné énormément, et je me suis retrouvée dans des périodes où pendant 3 jours, je dormais très peu et je travaillais beaucoup. Et en même temps, c'était pas du tout comme d'habitude, donc c'était un moment vraiment, cette création, c'était un moment. Et en vrai, j'ai rencontré quasiment aucune difficulté technique. La graveuse sur bois, ça s'est bien passé. La riso, ça s'est bien passé. L'impression, ça s'est bien passé. Et j'ai toujours eu des retours satisfaisants. Donc en fait, voilà, c'était juste moi vis-à-vis de moi-même où c'était compliqué, quoi. Ok, mais trop cool. Et parce que par rapport à Malicia, qui elle avait eu quelques problèmes, notamment sur le plexi et tout. Toi, en même temps, Malicia, c'était d'une technicité. C'était une technicité, mais c'est trop cool d'avoir 2 univers complètement différents d'un épisode à l'autre. Mais franchement, t'as géré. Oui, t'as géré. En fait, t'as répondu à la question d'après. Est-ce que tu veux continuer sur du plus long terme? Là, à l'instant T.
pas maintenant ou tu penses pas. Je sais pas, on verra. Et un autre truc, c'est que le projet MAD, en même temps de l'avancée du projet MAD, il y avait aussi l'alternance qui était aussi un frein pour certaines personnes qui n'étaient pas forcément sur Paris pour les avancées. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Tu veux en parler? Non. Non. Non, bien, bah non. Mais je sais pas, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Bah, c'est un peu compliqué parce que généralement, quand t'es à l'école, t'es vraiment dans une lancée parce que nos derniers cours étaient focus que sur le projet maths. Donc, toi, comme. Tu pouvais pas y échapper en fait. Tu pouvais pas y échapper et c'était trop bien. Et le problème, c'est que quand t'avais l'alternance, moi j'ai adoré les dernières semaines où on était en semaine de révision. C'était génial. On était 3 pélos dans une classe parce que personne venait. Adoré. Et c'était génial. C'était trop cool parce on avait le rythme exact qu'on voulait. Chacun arrivait quand il voulait. Et en fait, moi, c'est aussi ça qui m'a donné envie de continuer en DNSEP et pas en DSA. Parce que j'ai l'impression que le DNSEP, ça a l'air d'être moins 8h, 18h, quoi. Okay. Je verrai, si ça se trouve, c'est 8h, 18h. Mais en tout cas, il y a peut-être cette notion de plus d'atelier qui, je trouve, est un moyen de travailler beaucoup plus efficace. Attends, du coup, là, on a fini sur tout ça, normalement. Si je... j'ai plein de questions à te poser et j'espère que je te les ai envoyées au préalable parce que c'était l'un des retours qu'il y avait sur le live, c'est que Malicia réfléchissait beaucoup trop et j'avais pas assez de questions. Là, j'en ai beaucoup plus. Alors, on va passer à une petite rubrique qui sert à ce que vous et moi posons des questions. Et on peut dire ça, on peut dire que c'est comme un jeu. Voilà, au début, c'est des trucs très drôles. Quel est ton logiciel favori? InDesign. C'était... Je savais, en fait, même pas besoin en vrai de poser la question. Non, mais... C'est comme ça que t'as connu... C'est comme ça que j'ai commencé, mal du coup. Puis après, j'ai eu Photoshop où pour moi c'était oh putain, je peux faire tout sur Photoshop. Puis après, c'était l'enfer de Photoshop en mode il y a trop de trucs sur Photoshop. Après, c'était Illustrator, c'est facile. Puis après, Illustrator, c'est trop nul, on peut pas aller trop loin et tout. Et puis après, InDesign, la parfaite maîtrise de l'outil. Enfin bref. Quand tu sais maîtriser InDesign et voilà. Tout ce qui est orthotypo, enfin tous les trucs comme ça. Après, moi je fais de l'édition, donc InDesign c'est forcément ça. Il y a des gens qui sont full Photoshop qui s'en sortent très bien. Hein. Au taf, j'étais full Photoshop et c'était cool. Ça te gênait pas de pas faire des. Si, mais ça s'y prêtait pas. Au taf, je faisais des visuels pour les réseaux sociaux, pour les sites, etc. Donc Photoshop c'était plus. Bien sûr. Mais non, InDesign et. Attends, j'avais un autre truc à dire. En fait, le truc qui est cool avec InDesign, c'est que tu peux t'en servir comme pièce centrale. Et puis à côté avoir Photoshop pour gérer tes images, à côté avoir Illustrator pour faire du vecteur. Et c'est un peu le centre en fait, le carrefour de tous ces trucs que tu fais. Quand tu scannes un truc, tu le fous sur Photoshop, puis après tu le fous sur InDesign. Moi j'aime bien avoir InDesign au centre et les autres trucs à côté. Ok, oui, ok, je comprends. Je comprends. J'ai été très catégorique non, sur mais, ça. Non mais t'as raison. C'est que ça ou rien. C'est difficile à maîtriser tous ces outils, ils sont pas forcément tous pareils et tout. Moi, les raccourcis sont pas tous les mêmes, les outils non plus. Les raccourcis sont, je trouve ça complètement débile. Mais c'est fait exprès. C'est pour que chacun soit spécialisé dans un truc, c'est pour cloisonner, enfin tu vois. En fait, tu peux pas être spécialiste en tout. Okay, non, mais c'est caricatural, mais je pense que le fait de pas faire des répondants entre chaque truc, c'est pour justement cloisonner. Donc toi, tu utilises Photoshop, toi, tu utilises InDesign, etc. Et pour qu'en fait, si tout était la même chose, tu pourrais te contenter d'un seul logiciel. Okay, donc ça les arrange pas parce qu'ils vendent une licence très chère avec beaucoup de logiciels. Donc il faut que tout fasse un truc un peu différent. Un abonnement en plus, horrible. Alors, ensuite, la fonctionnalité de ton logiciel favori. Ça, j'y ai réfléchi et je trouvais ça dur. Parce que du coup, c'est forcément sur InDesign. Alors, ce que j'avais dit à Malicia, oui, il me semble, je sais plus. Je sais pas. Ah mince, je réfléchis alors que j'ai eu les questions. Parce que tu vois, tu m'aurais dit, toi, au logiciel confondu, j'aurais dit Pathfinder. Parce que ça, c'est trop classe. Oui. Mais sur InDesign, moi, j'aime bien le move où tu peux intégrer une photo en TIFF et après venir changer les couleurs et faire de la micro directement sur InDesign. Avec les modes de fusion et tout. Ça, c'est trop cool. Je sais pas si c'est un nom, mais c'est cool. Déjà, on peut faire du Pathfinder sur InDesign. Ah ouais, mais il est... Oh là là. Il est horrible. C'est peu développé, quoi. C'est horrible. Et du coup, la technique de TIFF... la technique du TIFF, et tu transformes en bichromie. On a découvert ça grâce... C'est Mathieu, je crois. Non, c'est pas Mathieu. C'est Marietta. Ah mais oui, de Spassky Fisher. De Spassky Fisher qui était venu
C'était une semaine ou c'était une journée? Oh, elle était venue une journée. Hein. Ah, c'était une journée. En tout cas, c'était très très bien. Franchement, non mais cette technique a été vraiment trop cool et du coup, on l'a réutilisé. Enfin, je sais pas qui l'a réutilisé. Enfin, en tout cas, c'est une technique c'est une technique qui m'a marqué. Mais c'était trop cool. Bah, je sais pas, oui. Moi, j'avais trouvé que c'était un bon workshop qui Ouais. apprenait aux gens qui ne savaient pas utiliser InDesign ou aux gens qui savaient utiliser InDesign des trucs qu'on n'avait pas appris avec Mm. Colty, quoi. Ouais, parce que direct, elle nous avait demandé de faire une mise en page pour. Ouais. Non, c'est vrai que c'était cool, j'avais un peu franchement, oublié, mais c'était bien. Mais c'était très très bien. Si tu ne devais recommander qu'un seul artiste pour toute ta vie, ça je crois qu'elle a pas répondu. Ça, Malicia, si tu ne veux pas répondre, ne réponds pas. Un seul artiste, tout Ouais. confondu. Tout confondu. Clairo. Bah, La réponse facile. Et tu sais. vu comment on en a parlé en plus. Non, mais c'est compréhensible. pour skip la question. Mais aussi, non, mais aussi, il y a un artiste. Je pensais que il y a un artiste dont je pensais que t'allais mettre forcément dans tes références ou pas. Tyler ? Ouais. Ouais. Moi, ces derniers projets, j'accroche moins maintenant. Chromacopia. Chromacopia et là, Don't Tap Don't de Tap glace. C'est moins ce que j'écoute et je trouve que les projets visuels autour du projet musical sont cool. Chromacopia surtout, les vidéos elles étaient vraiment bien bossées, mais juste c'est moins, enfin je sais pas, j'aime bien mais de loin, j'adhère moins, mais il fait toujours des super vêtements. Ça, voilà. Golf, Ça reste. c'est génial. Est-ce que t'as un raccourci clavier à nous apprendre? Ok, attends, parce que moi je sais pas faire. Déjà, coller sur place, c'est Maj option commande V, ça Ouais. on sait. Mais c'est un truc, je crois que c'est Lina qui m'a appris. Maj option commande C sur InDesign, ça te raccourcit ta. Tu sais, quand t'as un bloc de texte sur InDesign et qu'il est plus grand que ton texte ou une image, ou tu sais, le cadre il sort de. Bah, ça te permet de directement l'adapter à ton image ou à ton texte. Putain. Du coup, t'as pas plein de trucs qui sont dérangeants, qui viennent polluer ta mise en page et tout. Tout est clean, tout est parfaitement... au lieu de le faire avec la souris comme ça, d'essayer d'aller... C'est Maj option comment Maj option, c'est... Maj option, c'est ok. ça marche pas tout le temps, parce que je crois que je le fais pas bien tout le temps. Mais voilà, c'est celui auquel je pense. Je suis nulle en raccourci, moi je vais sur les onglets. Hein. Oui, bah c'est normal. Je Je suis pas efficace dans mon travail. De temps en temps, c'est quand même stylé. Tu fais Quand tu le fais, t'es un peu en mode comme ça. Ouais, j'ai fait un truc horrible avec Non, nous. Ouais. tu fais genre je sais pas, commande C, ensuite tu veux enlever le groupe. Maj option G, enfin Oui, c'est des automatismes. Tu vois. Mais c'est ça qui fait la technicité du travail. Hein. C'est pour ça que c'est graphiste. Il y a des gens qui sont en autodidacte et c'est super, mais je crois que c'est un peu moins. Alors justement, en fait, je pensais avoir la question là, mais je crois qu'on. Ouais, non, je l'ai pas là, mais du coup, je vais la poser. Je vais te la poser maintenant. Est-ce que pour toi, est-ce qu'il faut nécessairement avoir fait des études de graphisme pour être graphiste? Non. Je pense que le cadre des études est un cadre privilégié qui n'est pas possible pour tout le monde déjà et qui surtout ne s'y prête pas à tout le monde. Moi, j'aurais pas pu être graphiste sans mes études, mais il y a des gens, et surtout, c'est la plupart des gens qui percent sur les réseaux, ils sont en autodidacte, ils se sont appris tout seuls. Du coup, ils ont une manière un peu singulière de voir le truc, ils n'ont pas été formatés par un prof, par les outils qu'il y avait à l'école, etc. Donc, d'une certaine manière, c'est assez admirable, mais je pense que ça convient à très peu de gens. Mais c'est possible. En fait, j'avais eu comme idée, j'en avais parlé avec Mélissa, et dans les retours que toi tu m'as envoyé, ce serait bien d'avoir un format un peu débat à propos de ça. Et moi je pense que ça pourrait être un sujet ultra intéressant où j'inviterais justement une personne qui vient par exemple d'une école privée, d'une école publique, et une personne qui n'a pas fait d'études. Et moi, clash. Mais non, mais je trouverais ça ultra intéressant. Typiquement, mon tuteur d'alternance, lui, n'a jamais fait d'études de graphisme, et pourtant il est incroyable. Et Non, mais pareil, à mon alternance, il y en a qui n'avaient pas fait d'études ou pas des études de ça. Et il s'en sort très en très fait, si tu as envie d'apprendre, moi j'ai besoin d'un cadre pour apprendre. Oui. Voilà. J'arrive pas à apprendre toute seule, je me déconcentre. Mais il y a plein de gens qui sont arrivés à Gobelin et ils savaient déjà faire plein de trucs. Pareil, les gens qui savent concilier les cours, l'alternance et la freelance, ça me paraît mais impossible. Ça, mais c'est visiblement, des gens très c'est possible parce qu'il y a des gens qui y arrivent. Quoi. Donc, comme quoi, ça s'y prête pas à tout le monde. Mais je pense qu'en fait, les études, c'était surtout un prétexte d'avoir un diplôme, parce que
on a des exemples en tête. Moi, ils étaient déjà très forts avant d'entrer à Gobelin. C'était histoire d'avoir au moins un papier qui disait En plus, en France, les diplômes, c'est important, quoi. Oui. Donc, avoir une licence, c'est pas du luxe. Et puis, enfin, si c'est du luxe en quelque sorte, mais c'est. Après, tu vois, dans ce cas-là, t'es pas obligé d'aller à Gobelin, quoi. Non. D'aller payer la première année puis faire de l'alternance. Si tu cherches juste un diplôme, tu peux aller dans une école qui a moins de renommée, mais qui, je pense, sont très bien aussi, Oui. mais qui, voilà, sont moins coquettes, on va dire. Mais voilà, je trouve que c'est un super. Enfin, c'est à l'ère de YouTube et de tout ça, je trouve que c'est ultra important. C'est très intéressant d'avoir ce genre de discussion là, parce que Ouais. YouTube, t'as tout en fait. Oui, tu peux tout apprendre tout seul. Oui, c'est ça, t'apprends tout seul. Mais il y a une plus-value à apprendre de quelqu'un d'autre, Bien je sûr. trouve aussi. Bah, D'avoir un échange avec un prof. Oui, c'est ça. T'as un prof, mais t'as aussi certaines notions que t'apprends pas forcément comme ça. Typiquement, je sais pas, l'orthotypo. Enfin, Ça, c'est précieux, ouais. c'est assez précis. Je trouve que pour des sujets très précis, Il y a une maîtrise à avoir quand même. Mais Ouais. surtout si tu veux te spécialiser dans des sphères. Typiquement, les gens qui bossent en maison d'édition, il y a quand même des attendus techniques à connaître qui sont, je pense, tu l'apprends sur le terrain, bien sûr, mais si t'as pas un bagage antérieur avec toutes les spécificités techniques propres au métier, tu peux pas apprendre cette nouvelle partie du métier qui est encore plus vaste et plus technique, etc. Je crois. Oui, C'est mais- l'image que j'en ai en tout cas. donc je trouve que c'est un truc très intéressant. Et voilà, quand j'interviewerai quelqu'un qui n'aura pas fait. Oui, c'est d'études, intéressant d'avoir les points de vue. Ouais, c'est ça. On va passer à d'autres questions. sans transition, je passe du coq à l'âne. Voilà, je passe du coq à light. Print ou digital? Print tous les jours. Print tous les. Tu veux que je développe ou mais développe. Non, mais je peux, Mais moi, je trouve ça trop intéressant d'avoir. Non, mais digital, j'admire beaucoup les gens qui font que du numérique, les gens qui sont graphistes puis après qui se lancent en 3D, les gens. Pendant un temps cette année, j'étais en mode OK, moi je veux faire plus de numérique, c'est pour ça que je voulais aller à Boulogne aussi pour faire aussi du multimédia tout simplement, faire du processing, de la 3D, du web, etc. Et au taf, je faisais beaucoup de web, beaucoup de digital, mais en termes de préférence, le print sera toujours le parti pris de la tangibilité. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas du fait d'avoir quelque chose de physique entre ses mains. Oui, exactement. Qui est une plus-value. Bref, Oui. et ça peut être interactif, l'édition, on a l'impression que c'est figé, on a l'impression qu'on est coincé dans une page, dans une grille, etc. Mais moi, je trouve qu'il y a des éditions, il y a des objets qui sont 1000 fois plus intéressants que des trucs qu'on voit sur Internet ou sur le web, etc. Qui sont juste plus niche du coup parce que c'est papier donc tu peux pas le diffuser de la même manière mais print tous les jours. Je te comprends totalement. Et le fait d'avoir son objet entre les mains, je trouve que ça rajoute tellement. Non mais ça rajoute un truc. t'es là, t'as créé quelque chose genre. Et tu l'as là, tu le montres, tu fais comme ça. Ouais, tu peux le montrer et tout. Je trouve que Tu le même partages. pour les non graphistes, avoir un livre c'est plus accessible. Même moi, mes parents, mes proches, ils comprennent pas trop ce que je fais, je pense. Mais il y a quelque chose qui est concret, qui s'inscrit dans une réalité qui est propre à tous. Tu vois, le livre, c'est un objet qui est hyper commun. Donc en fait, le fait de se le réapproprier graphiquement, tu viens jouer avec des codes qui existent déjà. Enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus... je suis beaucoup plus intéressée par ça que par apprendre à faire un script, à faire un... Tu vois, mais c'est hyper perso. Hein. Oui. J'admire beaucoup les trucs que je vois qui sont digitaux et tout. Quelle est la typo que tu utilises tout le temps? Quelle est ta typo préférée? La Delph par Eugénie Bidot, qui est sur Bye Bye Binary, je crois. À Delph, donc elle a plein de... Enfin, c'est celle que j'ai utilisée pour mon mémoire. Elle est très bien construite. La rédaction que j'ai utilisée pour mon projet MAD est pareil. Tu sais, c'est celle qui se pixelise plus tu augmentes la graisse. Elle devient de moins en moins lisible parce qu'elle est de plus en plus pixelisée. Donc ça, c'est trop cool. J'ai eu un moment, celle de Spassky Fisher. J'ai oublié comment elle s'appelle. Donc pas une sérif, une sans sérif. Mais ouais, moi je suis plus sérif en général. T'aimais beaucoup l'instrumente? Ah mais oui, je l'avais oublié. L'instrument de sérif, bien sûr, qui je trouve est assez limité quand même. Ouais. Mais qui est stylé. Elle est très belle et moi je trouve quand tu l'étires. Ouais. Elle... J'aime bien jouer avec la typo aussi. Il faut se la réapproprier un petit peu quoi. Ouais. Je sais pas si c'est légal, mais. Je sais pas du tout. Mais on fait en tout cas. On a le statut étudiant, on peut faire ce qu'on veut. Ouais.
Mais du coup, ouais, Bye Bye Binary, c'est trop. Enfin, typiquement, moi, toutes les typos que j'ai utilisées pour ce projet, donc il y en a 2. Avec Glacier et l'autre, je sais plus. Mais en tout cas, c'est que du Bye Bye Binary. Et je trouve c'est très très cool. Enfin, C'est des projets qui sont trop bien. Parce que c'est pour tout le monde, c'est bien fait, ça soutient des causes et tout. Parce que tu sais, elles sont toutes en inclusive. Oui. Elles ont toutes des glyphes inclusifs. Donc c'est des beaux projets. Et il y a un ancien de Gobelin qui a sa typo sur Bye Bye Binary. Elliot Thomas, je crois. il follow Ah ouais. le podcast. Ah ouais. Ouais. Bah lui, c'est trop classe. C'est très très cool. Genre les typos. Même il y a Eugénie Bidault, d'ailleurs, qui faisait partie des jurys, je crois, cette année. Il me semble, son nom me dit quelque chose. Donc, Je sais pas si c'est elle, mais en tout cas, il y avait quelqu'un de elle était là, de ou la sinon fonderie. elle était là au mémoire. En Ouais. tout cas, Et quelqu'un sûr. de la fonderie qui, bah voilà, c'est trop cool d'avoir des typographes aussi qui sont autant investis sur la scène graphique. Je suis d'accord. Voilà. Bon, j'ai fini les questions, du coup, parce que j'avais mis la question de Maïssa, mais du coup, lorsque j'ai entendu la question de Maïssa, j'ai fait ça, je suis obligé de la mettre au début. On va parler du futur maintenant. Parlons du futur. Parlons du futur. Tu pars à quand l'année prochaine? Je pars à Caen. T'es confiante? J'ai hâte. Je sais pas si je suis confiante. Non, je suis pas confiante du tout. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de me plaindre. Ça va être un tout nouveau monde sur lequel être pas contente. J'ai hâte de changer un peu de vie, de être plus indépendante, mais ça c'est des trucs plus perso. Mais surtout, graphiquement, artistiquement, je pense que c'est un cadre qui est différent de ce que j'ai eu et qui peut peut-être m'être bénéfique ou complètement me saboter. Il n'y a vraiment pas d'entre-deux. Donc, et aussi, c'est hyper axé sur la recherche. Donc, tu sais, comme dans tous les masters, il y a un mémoire, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus spé sur leur manière. Et moi, à terme, j'aimerais bien être prof ou en tout cas donner des cours, enseigner sur le graphisme. Donc, je trouve que commencer à réfléchir, à questionner, etc., c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire naturellement. Donc, qui me donne. Ça, pour le coup, c'est un truc, j'ai l'impression d'être forte dessus. En tout cas, je suis plutôt à l'aise sur toutes ces questions d'écriture, de questionnement, de trucs comme ça. Donc, ça, sur le truc, je suis confiante. Mais sur le reste, un saut dans le vide, le truc. Hein. Tu vas découvrir de nouvelles personnes. Ouais, changer de milieu, c'est ça. Ça va être trop cool. C'est rafraîchissant. Dans une école publique, dans une école d'art. Parce que les SAM Caen, Cherbourg, c'est 2 écoles, deux beaux-arts, donc les beaux-arts de Caen et les beaux-arts de Cherbourg qui ont fusionné. Donc ça a donné une école de médias, mais qui à la base se veut être une école reliée aux beaux-arts. Donc je pense que j'imagine que l'approche est différente, ou en tout cas j'espère. Et ouais, non, c'est... Je sais pas, c'est... Enfin, après, là, un coup de fil et je suis à Amiens, donc je rigole. je rigole. Non. Par contre, faut que je les rappelle. T'inquiète. Mais... quel est ton projet de rêve, quelle est ta finalité de rêve en tant que graphiste? Toi, tu parlais de... Ah, c'est une bonne question. Moi, j'aimerais bien être free puis prof. En même temps, tu sais, comme nos profs. J'aimerais beaucoup avoir ma structure, monter un studio, un atelier, un truc comme ça. Ou en tout cas pendant un laps de temps, peut-être pas toute ma vie, mais que ça fasse partie, avoir un endroit en fait, tu vois, avoir un lieu physique avec d'autres personnes, etc. Après, ça, je pense que c'est un idéal, je sais pas si ça me conviendrait spécifiquement, mais en tout cas, je pense que j'ai envie d'avoir une pratique qui est... il faut manger, donc je vais devoir faire des trucs qui vont pas me plaire tout le temps, mais qui répond à à des valeurs, à des valeurs que j'ai, politiques, sociales, sans que ça soit un big deal, mais en même temps, m'insérer petit à petit dans un milieu qui me ressemble et auquel j'aspire de participer, ou de... En tout cas, j'aimerais bien faire des trucs pour d'autres gens, collaborer, quoi. Oui, bien sûr. Ça, en fait, c'est le rêve de beaucoup de gens. Mais je pense que c'est un idéal. Hein. Je pense que c'est pas toujours tout rose. Mais en tout cas, découvrir d'autres pays, d'autres pratiques. Je sais pas. L'occasion de faire un stage du coup à l'étranger. J'ai une mobilité à l'étranger l'année prochaine. C'est une chance de pouvoir voyager, découvrir d'autres cultures et d'autres pratiques graphiques. Non, carrément. Et bref, je reste ouverte aux possibilités. Mais là où je pense qu'il y a quelques années, j'aurais aimé être dans une structure
établi une agence, une entreprise, etc. Là, maintenant, j'ai vu ce que c'était. En fait, oui, la tendance, ce qui est bien, c'est que tu vois ce que tu as pas envie de faire plus tard. Et je pense que j'ai pas... ça représenterait pour moi un certain état de coma créatif qui, je pense, n'est pas la bienvenue. Bon, ou qui peut-être le sera dans plusieurs années, j'en sais rien, mais qui pour le moment ne l'est pas. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas posé. Si t'avais un artiste, des artistes à présenter, exactement, excuse-moi. Bah, moi, je peux revenir sur Alice Nouille. Elle était sur la slide. Je sais pas pourquoi j'aime autant son contenu, parce qu'en vrai, ça ressemble pas trop à ce que je fais. Mais c'est aussi ça qui est bien. C'est une graphiste et illustratrice qui est diplômée du DSA à Boulogne, donc celui que je voulais faire. Et c'est quelqu'un qui, je trouve, qui est cool déjà, qui a l'air cool, et qui est surtout, dont la pratique se renouvelle assez. Quand tu vois son compte Insta, c'est pas parfait tout le temps, c'est souvent des trucs qu'elle essaye, des trucs comme ça, et c'est tout le temps hyper frais, je trouve. Bref, et c'est quelqu'un qui est actif sur les réseaux sociaux, qui a une petite communauté sur YouTube, qui fait des vlogs, etc. Et fun fact, quand j'ai fait mon portfolio Parcoursup, c'était grâce à une de ses vidéos que j'ai fait mon portfolio, parce qu'elle a fait une vidéo il y a genre 4-5 ans sur son portfolio en études d'art, pour rentrer en études d'art. Et après, je l'ai redécouvert complètement par hasard 2 ans plus tard, en tombant sur un de ses spécimens sur Internet et tout. Et bref, et j'ai pu un peu suivre son travail. Là, elle est dans un collectif en ce moment qui travaille sur la place de la femme dans les milieux ruraux, donc collectif Kilomètre. Et bref, c'est que des choses qui, je trouve, sont hyper sympas à regarder. Et en l'occurrence, elle, sa pratique du dessin, je pense, est quelque chose qui, moi, je ne fais pas du tout, mais qui m'inspire, je pense, ou en tout cas qui m'a donné envie de continuer mes études, déjà, et qui m'a donné envie de suivre des artistes qui ne sont pas des références à proprement parler, mais qui sont des gens qui sont... la meuf, mais elle mérite de fou, parce que c'est très coloré, très agréable à regarder, et puis elle a des valeurs qui colle avec les miennes, je trouve. Donc, elle fait vraiment énormément de taf. Mais ouais, elle bosse beaucoup. Et c'est vraiment trop cool. Et là, cette année, je crois qu'elle est en free. Et donc, faut toujours soutenir les gens qui se lancent. C'est cool. Bien sûr. Donc, voilà. Là, il y a une liste des clients avec qui elle a pu travailler. C'est cool. Avoir la possibilité... En fait, avoir le choix aussi de choisir ses clients, je trouve que c'est un luxe. Pas possible. Moi, les gens qui bossent à moitié graphisme, à moitié dessin, je trouve ça... trop cool, c'est parce que j'en suis incapable, je pense, mais je trouve ça comme l'autre gars là, que j'avais montré, Antoine Graff, c'est des gens qui ont une pratique du dessin et qui sont très bons dans ce qu'ils font, en partie parce qu'ils font du multi-pratique, quoi. Malicia, pour donner qu'un exemple. Non, et puis si je peux mettre en avant d'autres gens, c'est les gens de Gobelin, quoi. Les copains, Malicia Garcia qui est passée sur le podcast, Thibaut Renou, Lina Koreshi, même Siloé Ralit, c'est ça son nom de famille. Moi, j'ai toujours admiré la pratique de Mathilde Cahen. En tout cas. Non, mais il y a plein de gens dans la classe qui sont des gens intéressants. Je vais présenter quelqu'un. Toi, t'as présenté Itsui, t'as parlé des autres élèves de la classe, mais je vais parler de Giovanni qui sera l'invité de l'épisode de l'émission de la semaine prochaine, si tout se passe bien. Il a fait son dernier projet sur la musique, et donc il va sans doute nous parler de ça la semaine prochaine avec sa revue Ars Sonora. Voilà, et elle est en vente, et donc Giovanni, si vous voulez aller, abonnez-vous à son compte, et surtout regardez tout ce projet, c'est magnifique. Mon compte Insta, il est pas très... il est en work in progress, si je puis dire. Mais en vrai, je suis en train de voir, là, j'ai quasiment 100 followers. C'est beaucoup. C'est cool. Attends, je suis contente. Et non, mais en vrai, ce qui est intéressant plus, c'est ce que je vais poster bientôt, qui est donc mon projet, etc. Mon site qui est pareil, un work in progress constant, mais qui est plus une archive ouverte à mes projets. Il n'y a pas tout, il y a juste ce que je veux montrer, et il est en constante évolution,
Mais je trouve ça trop cool là de voir cette galerie avec mes projets préférés de ces dernières années, qui donc mélange édition, là plus des expérimentations avec l'impression, la sérigraphie, le transfert à l'acétone, la risographie, qui sont des choses que j'aime beaucoup, ou alors même juste de la mise en page, du façonnage. Ça c'est mon mémoire. Avec la couverture en ouais. Et beaucoup de trucs fun en vrai et qui et plus à venir je pense. Et surtout je viens de mettre à jour avec le projet MAD. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker parce que je pense que c'est mieux dit que ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis c'est... tu l'as vachement... franchement, ouais. t'as archi bien présenté. T'as une petite Boronou qui dit... c'était très clair. AD-DLV-du-bas. Voilà. Mais ouais, non, en vrai, il faut pas minimiser les réseaux sociaux parce que c'est important pour nous. Ah, oui. Donc voilà, si par hasard il y a des gens qui ont envie de follow, soyez les bienvenus. Voilà. Genre vraiment. Mais de toute façon, je vais lorsque je ferai... Et puis ce projet, le projet de Max du moodboard, c'est un moyen aussi de montrer des gens qui, on n'est pas, tu vois, c'est pas comme Graphic Matters ou qui montrent des gens qui sont déjà hyper stylés, hyper connus. Nous, on est des gens qui valent rien sur le marché du travail, un peu quand même. Mais on a une alternance. Mais en tout cas, qui peut-être plus tard auront des choses à proposer. Mais en tout cas, on essaye. Hein. Mais justement, je disais, le projet, c'était vraiment de montrer les travaux des personnes qui méritent d'avoir de la visibilité. Adélie mérite de la visibilité, forcément. C'est gentil. Mais c'est important de faire partager les copains. Et si je peux faire en sorte que mes potes aussi puissent gratter un peu, tu vois. Moi, j'ai jamais eu ce truc de course à l'abonné et tout, mais je le comprends parce que c'est hyper gratifiant de proposer des choses à des gens. Il y a des gens que je connais pas qui me suivent sur mon compte art et je suis en mode qu'est-ce que tu fous là, genre pourquoi tu me suis? Mais c'est trop cool. Et au contraire, je pense qu'il y a des gens qui me connaissent et qui me follow pas parce que c'est pas leur cam, tu vois. Mais c'est un truc qu'il faut vraiment que je bosse, la com en fait. Hein. C'est les trucs qu'ils nous avaient présentés là. En workshop là. Elle nous avait dit en gros il faut savoir se vendre. Hein. Oui, c'est un milieu de... Non mais oui, mais il faut continuer à poster. Moi c'est pour ça que là en un mois ou deux j'ai jamais autant posté. J'ai posté leur site. T'es très actif. Moi j'ai besoin. J'abandonne le truc souvent. En fait finalement t'es obligé et généralement quand tu t'abonnes à quelqu'un, généralement il te follow back. Moi c'est ça le truc et moi c'est comme ça que j'ai pu connaître des graphistes trop stylés et encore aujourd'hui je les suis et je commente de temps en temps leurs projets. Franchement c'est trop cool. Non, c'est du donnant et puis ça peut ouvrir à des collaborations qui sont cool. Exactement. La visibilité. Et je trouve que c'est un truc qu'on n'avait pas trop au début dans notre classe, au début des 3 ans, et qui s'est beaucoup développé au fil du temps. Le truc de soutien, en fait. On est tous dans la même galère. De toute manière, on n'est pas forcément tous au même niveau, entre guillemets, mais on a tous des choses intéressantes à proposer, donc autant les donner à voir. En tout cas, suivez mes aventures à Caen. Attends, ça peut être génial. Ah mon dieu. Tu vas présenter tes premiers projets et tout. En tout cas, objectif, c'est être plus active sur Instagram parce que c'est le lieu où il faut, quoi. Ouais. De toute manière. Et après, t'as Instagram et t'as aussi le site internet. En vrai, le site internet, je le trouve pas très utile à l'instant T. Non, c'est plus pro, site internet. C'est pas très. Moi, ça me sert pour. Voilà. Et en plus, on a le truc Gobelin jusqu'en 2026, donc ça c'est cool. Merci Adélie d'avoir pris le temps de parler sur ce podcast de tes différents projets, références et de ton expérience. Franchement c'était vraiment très cool, 2 heures de pur plaisir. Oui, merci de m'avoir reçu, c'était... Moi j'ai hâte que ce projet prenne de l'envergure et à dans 5 ans pour le que sont-ils devenus les premiers. Ça serait génial. Non mais voilà pour les 3 pélos qui sont restés. C'est un format trop cool, donc faut partager sur Instagram et tout. Continuez. Voilà, merci beaucoup. La semaine prochaine, si tout se passe bien, on trouvera un très bon ami qui s'appelle Giovanni. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir écouté. Merci. C'est génial. Merci pour la force. Voilà. À bientôt. Ciao.